Bonjour à toutes et à tous. Comment la médecine nucléaire peut-elle devenir une filière stratégique au service des patients, des territoires et de la souveraineté sanitaire? C'est ce que nous allons voir dans cette table ronde avec nos deux invités, Claire Spitzley, chef de projet Framatome Healthcare, et Philippe Elsaïr, président de la conférence des DG de CHU et directeur général du CHU de Nantes. La médecine nucléaire se situe finalement au croisement de plusieurs enjeux, le soin, la recherche, l'industrie, les territoires et la souveraineté. Et elle connaît aujourd'hui un essor important. Les Pays de la Loire constituent un exemple particulièrement intéressant de territoire où se concentrent des expertises, qu'elles soient académiques, hospitalières, industrielles et de recherche autour de ce nucléaire appliqué à la santé. Et nous allons donc prendre cet exemple pour voir comment on peut faire émerger un axe d'excellence où comment les industriels et les CHU peuvent travailler ensemble. Alors, Philippe Elsaïr, pourquoi est-ce que la médecine nucléaire est aujourd'hui un sujet stratégique, aussi bien pour les CHU que pour les patients? Alors, la médecine nucléaire, c'est une discipline assez récente, en fait, qui a 20-25 ans et qui a prodigieusement évolué et qui continue à évoluer avec des progrès considérables et d'une discipline très diagnostique, c'est devenu une discipline diagnostique et thérapeutique, un peu comme la radiologie. Et évidemment, elle intervient sur des sujets aussi importants que les cancers ou les maladies neurologiques, enfin des pathologies par ailleurs dont la prévalence est très importante. Alors, si on prend le sujet des Pays de Loire, ce qui est frappant en Pays de Loire, c'est que l'écosystème des Pays de Loire aujourd'hui, et il faut essayer de comprendre pourquoi, comment, finalement, est-ce que c'est reproductible. L'écosystème des Pays de Loire, il concentre toute la chaîne de valeur sur la médecine nucléaire. On va sans doute y revenir, de l'académique à l'industriel, des essais les plus sophistiqués. Donc c'est cette dimension qui est assez frappante. Merci pour cette introduction. Et Claire Spitzley, je voudrais qu'on approfondisse ce que vous venez d'aborder en parlant de cette médecine finalement récente qui est passée du diagnostic à la thérapie, avec de rappeler simplement ce que ça recouvre et peut-être de rentrer avec des exemples dans le détail. Oui, complètement. Donc merci pour l'introduction. Oui, la médecine nucléaire émerge depuis quelques années et elle est particulièrement connue pour tout ce qui va toucher le diagnostic. Donc, c'est-à-dire pouvoir voir où se situent les cancers, regarder certains organes. Et donc, c'est pour ça qu'on va injecter donc ce qu'on appelle des substances radioactives qui sont donc des radioéléments ou des radioisotopes qui vont venir se greffer à certains endroits pour imager des tumeurs ou de la thyroïde, par exemple, ou d'autres organes du corps. Donc ça, c'est historiquement, c'est le début du cœur de la médecine nucléaire, le diagnostic. Et maintenant, depuis quelques années, on a ce qu'on appelle la thérapie qui émerge, où en fait, sur ce radioélément, on va venir greffer ce qu'on appelle un vecteur, qui peut être une molécule, ça peut aller des anticorps à des petites molécules qui vont pouvoir reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses. Et donc, elles vont venir se greffer aux cellules cancéreuses, émettre un rayonnement et ainsi détruire les cancers. Donc, c'est ce qui va recouvrir la thérapie. Et donc, la médecine nucléaire, j'aime bien une analogie par rapport à la radiologie. La radiologie, on envoie des rayonnements de l'extérieur pour imager. La médecine nucléaire, c'est de l'intérieur qu'on fait rayonner le corps pour voir où se situent les choses. Donc voilà pour cette distinction entre diagnostic et thérapie. Et on sait maintenant exactement de quoi on parle. Et donc, on va effectivement partir dans les Pays de la Loire. Vous avez commencé à nous le dire, territoire donc, qui concentre toute la chaîne de valeur. Est-ce que c'est une exception et pourquoi cette concentration à la fois académique, hospitalière et industrielle? Qu'est-ce qui fait cette spécificité des Pays de la Loire sur la médecine nucléaire? Alors, la médecine, les Pays de la Loire ont, du coup, sur la médecine nucléaire, un écosystème qui est assez unique en France et un des plus importants en Europe. Mais là, et je vais y revenir, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui caractérise cet écosystème, comment on en arrive là finalement. Et on voit que on retrouve plusieurs ingrédients. C'est-à-dire, premièrement, on retrouve la présence à la fois d'une puissance académique universitaire très importante, donc d'équipes de recherche de renommée internationale, depuis longtemps, depuis 20-25 ans là aussi, avec des programmes de recherche très, très sophistiqués, le CIRIC Iliad sur la recherche en cancérologie,
etc. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on retrouve un grand équipement qui s'appelle Aronax, qui est intéressant aussi parce que lui, il fabrique des radionucléides très innovants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est finalement financé par les collectivités, la région notamment, Nantes Métropole, l'INSERM, vous voyez, toute une série d'institutions qui se sont dit que c'était important de financer cette plateforme à but non lucratif, mais qui fait des choses assez uniques, donc qui est venu ajouter au labo de recherche. Et puis ensuite, on trouve un certain nombre d'industriels qui sont venus effectivement se greffer. Et à la fin, c'est l'ensemble de tout ça qui produit le résultat. Siemens, qui a beaucoup investi, qui est très engagé sur en particulier les TEP, un certain nombre de matériel diagnostic de pointe sur la médecine nucléaire, donc qui a cofinancé jusqu'à une chaire industrielle sur Nantes avec l'université, qui a également complété ce financement. Curium, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est leader mondial pratiquement sur la médecine nucléaire, sur un certain nombre de choses. Et puis pour finir, Framatome Healthcare, qu'on ne présente plus. Donc à la fin, on voit qu'on a un mélange d'une intrication de l'académique à l'industriel, mais ça part quand même d'une puissance académique. Il faut quand même bâtir sur une puissance académique, donc ça c'est important. Et deuxièmement, on a ce temps long, vous voyez, d'une construction sur finalement une génération ou plus, qui à un moment donné peut aboutir à quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement cumulatif. Parce que finalement, il se passe pas 2 ans sans qu'on soit en situation d'annoncer une bonne nouvelle sur la médecine nucléaire en Pays de Loire. Alors, on comprend qu'au début de la chaîne, quelque part, que vous venez de décrire, il y a cette puissance académique. Quel est le rôle du CHU finalement dans l'émergence de cet écosystème? Alors, avec l'exemple bien sûr de Nantes. Le CHU, il a 2 rôles en fin de compte. Il a soutenir le plus possible ces équipes académiques prometteuses qui au départ sont émergentes, puis finalement constituent des axes d'excellence et d'essayer de bien les positionner par rapport à l'université, par rapport à un organisme national de recherche comme l'INSERM, etc. Donc, on a un certain nombre de points de rendez-vous tous les 4-5 ans et il y a un certain nombre de tournants, y compris technologiques. Là, on vient d'arbitrer sur des équipements du nouvel hôpital en médecine nucléaire. Donc, il y a un soutien fort et dans le temps à produire et à diffuser aussi autour. Et puis, deuxièmement, le CHU, il a un deuxième rôle, c'est d'être un élément facilitant et d'être aussi un bon avocat de tout l'intérêt qu'il y a à agréger ce monde industriel autour de l'académique. Donc, il doit défendre la cause de la médecine nucléaire, y compris en externe, au nom du bénéfice que ça apporte pour le territoire et non pas pour lui-même, mais à un moment donné, en termes de rayonnement, de création de valeur et de réussite collective sur un territoire. Donc, on voit le rôle du CHU et je vais vous demander le rôle de l'industriel dans ce partenariat. Mais donc, on a parlé de toute cette chaîne de valeur qui existe justement pour la médecine nucléaire. Et donc, il y a une part aussi où il faut avoir accès aux radioisotopes, justement, pouvoir les fabriquer et permettre un approvisionnement en quantité suffisante, notamment sur certains radioéléments qui sont peu produits et difficiles à obtenir. Et donc, c'est ici le rôle que joue Framatome Healthcare en tant que facilitateur justement de l'accès à certains radioisotopes. Donc, on a certains... On en facilite l'accès à pas mal de radioisotopes en diagnostic, en thérapie avec le lutécium et on se positionne à Nantes justement pour un nouveau radioisotope, la STAT. Et donc, si on reprend cette chaîne de valeur, on va avoir donc toute la recherche, que ce soit préclinique et même en chimie pure et dure pour venir créer ces radiomédicaments. Et ensuite, il va y avoir toute la phase de développement où Aronax a un rôle important justement pour passer de la paillasse, si on peut dire, au laboratoire, justement, à quelque chose d'industrialisable. Et ensuite, c'est là que dans la chaîne de valeur, Framatome viendrait s'insérer pour produire en quantité suffisante ces radioisotopes et ensuite permettre de les livrer au CHU pour faire des essais cliniques et ensuite de permettre l'accès aux patients à ces nouvelles thérapies. Vous parliez de l'ASTAT. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Donc, on a pas mal parlé du diagnostic qui est le cœur de la médecine nucléaire, mais depuis quelques années, la thérapie a un essor considérable. On a vu les premiers traitements en thérapie. Donc, on a des traitements à l'iode pour le cancer de la thyroïde, on a au lutécium pour tout ce qui va être cancer de la prostate.
Et on a des nouveaux radioisotopes qui émergent, donc avec des nouvelles propriétés qui sont censées être, qui vont plus puissants et encore mieux marcher, avoir des effets encore plus bénéfiques sur les patients que certains traitements qui existent sur le marché. Et parmi ces radioéléments, on distingue donc le plomb. Orano s'est positionné sur le plomb. On a l'actinium avec une entreprise qui s'appelle Pantera positionnée, et on a l'Astat, le dernier, sur lequel Framatome se positionne. Et l'Astat, Nantes est un écosystème historique de l'Astat, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne de valeur unique au monde sur l'Astat et sur les connaissances liées à l'Astat qui font que c'est un pôle qui a pour visée d'être très compétitif au niveau mondial sur l'Astat et sur toute la chimie et la médecine nucléaire liée à l'Astat. Ce pôle de compétition que vous dites unique au monde, est-ce que finalement ça fait aussi que l'écosystème des Pays de la Loire, il y a des enjeux de souveraineté sanitaire qui semblent émerger également, Philippe El-Saïr? Oui, c'est-à-dire que on voit se dessiner des enjeux qui renvoient à la capacité à aujourd'hui dans la compétition mondiale qui est très puissante, enfin qui n'a pas de précédent en fait. On n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité un tel niveau de compétition. On vient d'un monde où 5-6 pays se partageaient le savoir de la planète entière pratiquement. Et on est désormais dans un jeu beaucoup plus ouvert et quelque part beaucoup plus violent, en tout cas plus compétitif. Et l'enjeu, je trouve, de ces affaires de souveraineté, c'est là où on est vraiment en plein dans le rôle de la BPI aussi, dans sa mission, vocation de la French Care, c'est d'arriver à dépasser la vieille frontière historique française, notamment entre le public et le privé. C'est-à-dire que nous n'avons plus les moyens de cloisonner les choses. Et ce n'est que parce que on dépassera en termes d'état d'esprit, puis de projet, puis de réalisation, cette frontière historique pour fédérer nos forces, qu'on pourra peser. On ne s'en sortira pas autrement, en fait. Et là, on trouve bien la notion d'écosystème, c'est-à-dire que la question clé n'est plus de savoir quel est le statut de tel ou tel acteur, on le voit bien sur le sujet de la médecine nucléaire. La question clé est, ce maillon est-il utile pour faire grandir l'écosystème sur cette thématique? Vous voulez réagir? Si je peux rebondir, oui, même Bien d'un sûr. point de vue industriel, c'est primordial qu'il y ait justement une synergie entre les acteurs publics et privés, parce que le but, c'est l'accès aux soins aux patients de ces nouvelles thérapies. Mais si on est capable de produire le radioisotope et le radiomédicament, mais qu'il n'y a personne pour venir l'administrer aux patients ensuite, la chaîne de valeur, elle n'a plus de valeur. Et donc, c'est vraiment primordial et nécessaire qu'il y ait une coopération entre tous ces acteurs-là. Vous développez avec Framatome Healthcare une entreprise autour de la STAT à Saint-Herblain, je crois. Quel est l'objectif de ce projet pour compléter l'écosystème que vous êtes en train de décrire? L'objectif de ce projet, c'est une collaboration entre Framatome et IBA, Ionbeam Application, qui sont spécialisés notamment dans la fabrication de cyclotrons pour produire donc justement ce radioisotope. Et donc, cette collaboration entre Framatome et IBA a pour but d'implanter donc une usine en France, à Saint-Herblain, donc dans la banlieue nantaise, pour justement produire de la stat. Parce qu'en fait, actuellement, le frein sur le marché de la stat, c'est qu'il n'est pas produit en quantité suffisante pour pouvoir faire des essais cliniques et permettre donc une quantité suffisante pour les essais cliniques. Donc, Framatome va venir ici pour justement pouvoir approvisionner le marché, et c'est donc cette usine pourra approvisionner toute la France et les pays limitrophes de la France. Et à terme, en fait, d'un point de vue industriel, la stat a une demi-vie de 7 heures, ce qui signifie qu'en fait, on aura une influence que sur un rayon de 1000 km en gros autour du centre qu'on implante. Parce qu'après, le radioisotope, il n'aura plus d'effet, en fait, il aura perdu ses effets. Parce que ça a une durée de vie limitée, c'est ça? Oui, c'est comme les médicaments qui ont des durées de vie limitées. Le radioisotope aussi, il a une durée de vie. Et donc, il faut composer avec ça. Et donc, Framatome et IBA se positionnent en tant que facilitateur d'accès à la stat. Au bénéfice donc de tout cet écosystème. Est-ce que, et là je vous demande de prendre peut-être un peu de recul avec votre casquette de président des DG de CHU, est-ce que ce que vous venez de nous montrer comme modèle, comme écosystème peut être réplicable ailleurs? Et est-ce que ça a intérêt à l'être, puisqu'on voit que cette collaboration académique, industrielle est nécessaire pour aller vers le développement de cette filière?
Oui, bon, c'est d'ailleurs bon, je pense ce qui se passe sur beaucoup de territoires, chacun ayant ses caractéristiques. Ça se décrète pas non plus. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut un rayonnement académique et il faut un rayonnement académique dans une discipline qui se prête à des développements industriels. Malheureusement, toutes les disciplines n'ont pas des débouchés. D'abord, l'évolution prodigieuse de la médecine nucléaire de ces 20 dernières années, c'est une des disciplines qui a le plus progressé, qui a été métamorphosée en fait en une génération. Deuxièmement, c'est une discipline avec des applicatifs industriels considérables. D'abord, les équipements de diagnostic et d'intervention, les TEP, les scintilles, tout le biomédical autour. Ensuite, les médicaments spécifiques qui y sont liés, avec les caractéristiques qui viennent d'être décrites. Donc, il y a un certain nombre d'ingrédients qui ne se décrètent pas, mais il est certain que c'est cette intégration de l'académique et de l'industriel dans des différentes composantes, avec des PME, mais aussi de très grandes entreprises, et le soutien des collectivités qui y croient, y compris en libérant du foncier. Parce qu'on fait de la stratégie avec du foncier C'est pour très bâtir concret, des ça. usines. Oui, tout à fait. À un moment donné, il faut pouvoir localiser une activité quelque part. L'intérêt de venir à Nantes, c'est d'être en proximité des sachants, donc de concentrer de la compétence. Si vous n'êtes pas à proximité, si on ne vous propose pas quelque chose à proximité, l'intérêt se perd et donc vous allez ailleurs. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de conditions de réussite de cet ordre. Il y a aussi un enjeu dont on n'a pas encore parlé et qui me semble important. Vous évoquez le partage de la valeur et qu'il est important que l'hôpital soit reconnu dans la valeur qu'il crée pour ces innovations. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que nous, on est amené à investir fortement, et dès l'origine d'ailleurs, sur ces sujets. Et souvent, dans ces activités, on trouve des gens qui sont d'anciens chercheurs de l'hôpital, d'anciens professeurs, qui sont passés par nos labos de recherche, en fait. Et donc, c'est important que les moyens investis, souvent sur des périodes très longues, ils soient rémunérés aussi. Et donc, nous, on a un sujet, dont on parle très librement, et qui n'est pas tabou, qui est que quand on produit ce type d'investissement, il faut aussi qu'on puisse s'y retrouver. Et quand il y a du succès, il faut qu'on puisse être autour de la table pour participer au partage des résultats, quoi, finalement. Et c'est le cas aujourd'hui? Oui, c'est le cas aujourd'hui. On y veille. On est sans doute plus armé qu'il y a 15 ans pour ça. On peut en parler sans tabou non plus. Enfin, C'est une voix qui se fait entendre, oui. Oui, nos partenaires le comprennent très bien parce qu'ils ont eux-mêmes leur sujet de viabilité. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose, il faut pouvoir, c'est un ingrédient qui est nécessaire, qui n'est pas tabou, qui fait partie de la vie. Si on veut pouvoir gérer les choses dans la durée, il faut que tout le monde s'en sorte aussi. Vous semblez Oui, agréé. complètement. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Et on n'est plus dans une époque où chacun travaille de façon cloisonnée et séparée, surtout sur la chaîne de valeur d'un radiomédicament. Il y a besoin justement de décloisonner toutes ces parois et que tous les acteurs puissent travailler en coopération tous ensemble. Un dernier mot qui sera le mot de la fin pour chacun d'entre vous. Finalement, quelle est la priorité pour structurer la filière du nucléaire médical et en faire une filière souveraine? Alors moi, je voulais peut-être revenir sur répondre à cette question via finalement quelles sont les conditions de réussite de tout ça. Enfin, quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer? La première leçon, c'est qu'il y a cet état d'esprit d'ouverture. C'est ce qu'on disait sur les frontières publiques-privées marchent plus. C'est plus ça la logique. La logique, c'est les écosystèmes. Premier point. Si on n'a pas cet état d'esprit, c'est pas possible. C'est-à-dire, si on a peur de tout, si on considère que le partenaire est le problème, évidemment, ça n'aide pas. Deuxièmement, il y a un enjeu de compétences, c'est-à-dire de double culture. Et ça veut dire qu'il faut donc être capable que nous, CHU, on soit capable de recruter des gens qui comprennent le monde dans l'entreprise dans sa diversité. Parce que le sujet de Framatome n'est pas le sujet de la start-up qui travaille sur tel ou tel sujet ou le sujet de l'ETI. Et l'inverse, c'est peut-être vrai. Et l'inverse, c'est vrai. Donc, il y a un aspect il faut parler les deux langues. Et donc, il n'y a pas de miracle pour parler les deux langues, c'est qu'il faut recruter des gens qui parlent la langue qu'on ne parle pas. Enfin, donc, ça, c'est l'aspect de compétence. Il y a un sujet de guichet unique, c'est-à-dire qu'on est des institutions et vous aussi, des institutions quand même très vastes et assez complexes. Donc, il faut que le partenaire qui a une idée, une sollicitation, il sache à qui s'adresser. Il faut créer une lisibilité. Et puis, le dernier point, on l'a évoqué à l'instant, c'est le partage de la valeur. C'est aussi un sujet qui doit être abordé. Ok, merci beaucoup Philippe El Saïr. Claire Spitzé.
Oui, pour que cette filière, pour finir, je dirais que oui, pour cette filière, elle se développe, il faut vraiment donc sécuriser l'accès aux radioisotopes pour permettre le développement des radiomédicaments et en collaboration avec tous les acteurs, permettre l'accès sur le marché de ces nouvelles technologies, donc en ayant fait toutes les étapes, que ça aille des phases de recherche, de préclinique jusqu'aux essais cliniques avec le CHU, les CHU. Voilà. Merci à tous les deux pour votre participation à cette table ronde sur la filière stratégique du nucléaire en santé, avec l'exemple donc des Pays de la Loire. Merci beaucoup.